Le réveil sonna à 4 heures du matin dans le petit appartement de la rue Félix-Piat. Élise Fournier ouvrit les yeux d'un coup, le cœur battant déjà la chamade. Aujourd'hui était le jour qui changerait peut-être tout, ou qui signerait définitivement l'arrêt de mort de ses ambitions professionnelles. Elle se leva d'un bond, évitant de regarder le miroir fissuré de sa salle de bain. Ses cheveux châtains étaient disciplinés en un chignon strict qu'elle avait répété 3 fois la veille au soir. Son tailleur noir, acheté d'occasion dans une boutique de la Canebière, attendait soigneusement repassé sur le dossier de sa chaise. Chaque détail comptait aujourd'hui. « Tu peux y arriver, Élise », murmura-t-elle à son reflet, avant de corriger mentalement son accent du midi. « Vous pouvez y arriver, mademoiselle Fournier. » Dans la cuisine exiguë, elle prépara un café serré en regardant par la fenêtre les premières lueurs de l'aube caresser les toits de tuiles roses de Belle de Mai. Son quartier, son monde, celui qu'elle s'apprêtait peut-être à quitter pour de bon si cette entrevue à Lyon se passait bien. Maison Claret. Le nom résonnait dans sa tête comme une promesse dorée. L'une des marques de cosmétiques les plus prestigieuses de France, fondée en 1923, symbole d'élégance parisienne et de savoir-faire français. Et ils cherchaient un responsable communication pour leur nouvelle ligne accessible. Une opportunité en or, la première vraiment significative depuis sa sortie de l'université d'Aix-Marseille il y a maintenant 8 ans. 8 ans de petits boulots, de contrats temporaires, de portes qui se fermaient après des « nous vous recontacterons », polis mais mensongers. 8 ans à entendre des recruteurs parisiens froncer les sourcils en l'écoutant parler. À voir leur expression changer quand ils lisaient son adresse sur son CV. Marseille, Belle de Mai, code postal 1003. Autant de signaux d'alarme dans le monde feutré des grandes entreprises. Mais aujourd'hui serait différent. Il le fallait. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Ma petite étoile, papa et moi on pense très fort à toi aujourd'hui. Montre-leur de quel bois tu es faite. Je t'aime. » Élise sourit, sentant ses yeux se piquer légèrement. Marie-Claude Fournier travaillait comme auxiliaire de l'IMPEDSA dans une école primaire depuis 25 ans. Son père, André, passait ses journées les mains dans le cambouis de son petit garage automobile. Ils avaient économisé sou par sou pour qu'elle puisse faire des études supérieures, pour qu'elle s'en sorte mieux qu'eux, comme il disait, avec cette fierté mêlée d'inquiétude qui caractérise les parents ouvriers quand leur enfant s'aventure dans des territoires inconnus. Elle glissa son dossier de candidature dans sa mallette en cuir synthétique, pas du vrai cuir, mais qui faisait illusion de loin, et vérifia une dernière fois son CV. Formation solide, stages intéressants, mais une expérience professionnelle qui se résumait à une succession de CDD dans des PME locales, des missions de communication pour des associations, quelques piges pour des magazines régionaux. Rien qui impressionnerait vraiment les recruteurs d'une multinationale. Pourtant, elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Elle le savait. Une compréhension intuitive de ce que voulaient vraiment les femmes quand elles achetaient des cosmétiques. Pas seulement les Parisiennes des beaux quartiers, mais toutes les femmes, celles de Marseille, de Toulouse, de Lille, celles qui travaillaient dur, qui élevaient leurs enfants, qui rêvaient de beauté accessible sans se ruiner. Le train pour Lyon partait dans 1 heure. Elle attrapa son manteau, jeta un dernier regard à son petit appartement, 2 pièces modestes mais impeccablement tenues, et sortit dans l'air frais du matin méditerranéen. Dans la rue, Monsieur Ben Ali, le boulanger, était déjà en train de disposer ses premiers pains dans la vitrine. « Alors, Élise, c'est le grand jour ?»« Oui, monsieur Ben Ali. Souhaitez-moi bonne chance. » « Avec ton cœur et ta tête, ma fille, tu n'as pas besoin de chance, mais je te la souhaite quand même. » Elle sourit et pressa le pas vers la station de métro. Le trajet jusqu'à la gare Saint-Charles lui prendrait 20 minutes. Elle avait calculé au plus juste, comme toujours. Pas les moyens de prendre un taxi, pas question d'arriver en retard. Dans le métro, elle révisa une dernière fois ses notes sur Maison Claret. Chiffre d'affaires, 2,3 milliards d'euros. Présence dans 45 pays. Siège social avenue Victor Hugo à Lyon, dans un immeuble art déco de 6 étages entièrement rénové. Et à sa tête, depuis 2 ans, Thibault Marceau, 35 ans, fils du fondateur, diplômé d'HEC et de Sciences Po.
Un homme qu'elle n'avait jamais vu que sur les photos des magazines économiques, toujours impeccablement vêtu, au regard intelligent mais distant. Le train entra en gare. Élise monta, trouva sa place en seconde classe, compartiment non-fumeur, fenêtre côté couloir, place 61. Elle avait mémorisé tous ces détails la veille, comme elle mémorisait tout ce qui comptait vraiment. Pendant les 3 heures de trajet, elle regarda défiler le paysage provençal puis rhodanien, répétant mentalement ses réponses aux questions classiques d'entretien. Pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Quelles sont vos principales qualités? Où vous voyez-vous dans 5 ans? À chaque question, elle sentait poindre la même inquiétude. Comment expliquer qu'elle voulait ce poste non pas par ambition aveugle, mais parce qu'elle croyait viscéralement au pouvoir de la beauté accessible? Comment dire qu'elle voyait dans cette opportunité la chance de prouver que l'excellence n'était pas l'apanage des diplômés parisiens aux particules dans le nom? Le train ralentit en approchant de Lyon. La Part-Dieu se dessina à l'horizon, imposante et moderne. Élise ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration et se redressa sur son siège. L'heure de vérité approchait. L'avenue Victor Hugo s'étendait devant Élise comme un défi lancé à son audace. Les platanes centenaires formaient une voûte naturelle au-dessus des larges trottoirs, tandis que les façades haussmanniennes se dressaient avec une élégance bourgeoise qui lui rappelait cruellement à quel point elle était loin de son quartier marseillais. Elle s'arrêta devant le numéro 127, levant les yeux vers l'immeuble qui abritait le siège de Maison Claret. 6 étages de pierre blonde, des balcons en fer forgé ouvragé, des fenêtres immenses encadrées de moulures délicates. L'architecture art déco des années 1920 avait été restaurée avec un soin méticuleux, et chaque détail respirait le luxe et la tradition. « Impressionnant », murmura-t-elle, ajustant la bandoulière de sa mallette. Un homme en costume 3 pièces sortit de l'immeuble, parlant dans un téléphone dernier cri avec un accent parisien parfait. Il ne lui accorda même pas un regard. Élise prit une profonde inspiration et poussa la lourde porte en verre et bronze. Le hall d'accueil lui coupa le souffle. Marbre blanc veiné d'or, plafond de 5 mètres orné de fresques représentant des femmes en robes vaporeuses. Mobilier design signé de créateurs dont elle ne connaissait que les noms par les magazines. Derrière un comptoir sculpté dans un bloc de marbre noir, une hôtesse aux cheveux platine parfaitement coiffés la toisa d'un regard professionnel mais froid. « Bonjour, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche », dit Élise, en s'efforçant de gommer son accent. « Nom et prénom, Élise Fournier. C'est pour le poste de responsable communication, à 14 heures. » L'hôtesse consulta son écran, ses ongles manucurés cliquetant sur le clavier avec une précision mécanique. « Ah oui, je vois. 3e étage, bureau 312. Les ascenseurs sont à votre droite. Vous avez 15 minutes d'avance, vous pouvez patienter dans la salle d'attente. Merci beaucoup. » Dans l'ascenseur, Élise croisa son reflet dans les parois miroirs. Son tailleur noir était impeccable. Ses cheveux tenus par quelques épingles discrètes, son maquillage subtil, mais soigné. Elle ressemblait à ce qu'elle avait voulu paraître, une jeune femme professionnelle, compétente, digne de confiance. Pourtant, quelque chose dans son regard trahissait son appréhension. Le 3e étage baignait dans une lumière tamisée, diffusée par des appliques design et de grandes baies vitrées donnant sur un jardin intérieur. Les murs étaient ornés d'affiches vintage des campagnes publicitaires les plus célèbres de Maison Claret. Élise reconnut immédiatement la campagne de 1962 avec Catherine Deneuve, celle de 1989 avec Isabelle Adjani, et plus récemment, celle de 2018 avec Marion Cotillard. Mademoiselle Fournier, une femme d'une 40aine d'années s'approchait, cheveux auburn tirés en chignon strict, tailleur gris anthracite, sourire commercial parfaitement calibré. Elle tendit une main manucurée. « Je suis Camille Desrosiers, directrice des ressources humaines. Ravie de vous rencontrer. Le plaisir est partagé, Madame Desrosiers. Suivez-moi. Nous allons commencer par une présentation générale de l'entreprise avant l'entretien proprement dit. » Elles traversèrent un couloir feutré jusqu'à une salle de conférence aux dimensions impressionnantes.
Une table ovale, en bois précieux, trônait au centre, entourée de fauteuils en cuir blanc. Les murs étaient tapissés de boiseries sombres, et un écran plat géant occupait tout un pan de mur. « Installez-vous, nous attendons les autres candidats. » Les autres candidats, bien sûr. Nous organisons une présentation collective avant les entretiens individuels. C'est plus efficace, vous comprenez? Élise sentit son estomac se nouer. Elle ne s'attendait pas à devoir affronter d'autres candidats dès le départ. Elle s'installa dans l'un des fauteuils, posant sa mallette à ses pieds, et essaya de paraître détendue. Peu à peu, d'autres personnes entrèrent dans la salle. Un homme d'une trentaine d'années, costume sur mesure, mallette en cuir italien, qui parlait déjà au téléphone en anglais, avec un accent british travaillé. Une femme élégante, aux cheveux blonds platine, vêtue d'une robe Chanel, qu'Élise reconnut pour l'avoir vue dans Vogue le mois précédent. Un autre homme, plus jeune, qui affichait sur son CV ouvert les logos des plus grandes écoles de commerce françaises. Tous avaient cette aisance naturelle des gens habitués au beau quartier, cette façon particulière de s'installer dans l'espace comme s'il leur appartenait de droit. Leurs vêtements, leurs accessoires, leur façon de parler, tout trahissait une éducation bourgeoise et des moyens financiers confortables. Élise serra discrètement les mains pour éviter qu'elle tremble. Elle avait l'impression d'être un imposteur dans ce décor de magazine. Mais elle se rappela les mots de son père. « Ma fille, tu vaux tous ces gens-là. Tu as juste eu moins de chance au départ, mais tu as plus de cœur que tous réunis. » Camille Desrosiers fit son entrée, accompagnée de deux autres personnes. Un homme chauve d'une cinquantaine d'années, aux lunettes cerclées d'or, et une femme brune d'environ 40 ans, impeccablement vêtue d'un tailleur marine. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Monsieur Laurent Beaumont, directeur marketing, et Madame Sophie Renard, responsable de la communication corporate. Ils participeront à l'évaluation de vos candidatures. » Les présentations se succédèrent. Chaque candidat déclina son parcours avec une assurance déconcertante. HEC, ESSEC, Sciences Po, stage chez L'Oréal, LVMH, Kering. Des noms qui brillaient comme des diamants sur leurs CV respectifs. « Et vous, mademoiselle ?» Camille Desrosiers la regardait avec une curiosité non dissimulée. « Fournier, Élise Fournier, présentez-nous votre parcours, je vous prie. » Élise se leva, sentant tous les regards converger vers elle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il soit audible dans le silence de la salle. « J'ai obtenu mon master en marketing et communication à l'université d'Aix-Marseille. Depuis, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises dans le secteur de la cosmétique et de la beauté, principalement dans la région PACA. J'ai notamment développé des campagnes pour des marques locales, géré les réseaux sociaux de plusieurs boutiques de cosmétiques et j'ai également travaillé comme consultante freelance pour des start-up beauté. » Un silence s'installa. Laurent Beaumont fronça légèrement les sourcils. « Aix-Marseille, c'est une université publique, n'est-ce pas ? » « Effectivement, monsieur. Et vous habitez Marseille, le 13e arrondissement. » Elle vit quelques sourires en coin s'échanger entre les autres candidats. Le 13e arrondissement de Marseille n'avait décidément pas la même résonance que le 16e de Paris. Camille Desrosiers consulta ostensiblement sa montre. « Bien, nous allons maintenant procéder aux entretiens individuels. Chacun aura 20 minutes pour convaincre notre jury. » Élise était la dernière sur la liste. Elle regarda les autres candidats passer un à un, chacun ressortant avec un sourire confiant et des poignées de main chaleureuses avec les recruteurs. Quand son tour arriva enfin, elle avait les mains moites et la gorge sèche. Mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Elle n'était peut-être pas née dans le bon arrondissement, mais elle avait quelque chose à prouver. « Mademoiselle Fournier, installez-vous, je vous prie. » Camille Desrosiers désigna la chaise face au jury d'un geste théâtral. Laurent Beaumont et Sophie Renard l'observaient avec cette expression neutre que maîtrisent si bien les recruteurs expérimentés. Mais Élise percevait déjà une certaine froideur dans leur regard. Elle s'installa, posa sa mallette à côté de sa chaise et sortit son dossier de candidature. Le papier blanc ordinaire de ces documents détonnait cruellement avec les chemises en papier verger épais que les autres candidats avaient utilisées.
Alors, mademoiselle Fournier, commença Camille en feuilletant son CV d'un air détaché. Université publique, expérience, locale. Parlez-nous de votre motivation pour rejoindre Maison Claret. Élise inspira profondément et se lança. Madame Desrosiers, messieurs, dames, je pense que Maison Claret a une opportunité unique de révolutionner le marché de la beauté accessible. Votre nouvelle ligne pourrait toucher des femmes qui n'osent pas encore franchir les portes des parfumeries de luxe, mais qui rêvent de produits de qualité à des prix justes. Ah, la beauté accessible, interrompit Laurent Beaumont avec un sourire condescendant. Et vous pensez comprendre ces femmes parce que vous venez du même milieu qu'elles? Le ton était cinglant. Élise sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda son calme. Je pense les comprendre parce que j'ai grandi avec elles. Monsieur Beaumont. Ma mère se lève à 5 heures du matin pour nettoyer les salles de classe d'une école primaire. Elle ne peut pas s'offrir un fond de teint à 80 €, mais elle mérite autant qu'une autre de se sentir belle. Comme c'est touchant, murmura Camille Desrosiers, et plusieurs personnes ricanèrent discrètement. Élise ne comprenait pas. Pourquoi y avait-il d'autres personnes dans la salle? Elle tourna légèrement la tête et découvrit avec stupéfaction que tous les autres candidats étaient restés, assis au fond de la salle de conférence, assistant à son entretien comme à un spectacle. « Nous avons instauré cette méthode pour plus de transparence », expliqua Sophie Renard en suivant son regard. « Chacun peut ainsi apprendre des autres. Continuez, je vous prie. » Élise sentit la sueur perler sur son front. Passer un entretien était déjà suffisamment stressant, mais le faire devant des concurrents qui semblaient tous sortis du même moule élitiste relevait de la torture psychologique. Elle déglutit et reprit « J'ai développé plusieurs campagnes qui ont permis d'augmenter significativement les ventes de petites marques locales. Par exemple, pour les savons de Provence, j'ai créé une stratégie de communication qui a généré une hausse de 40% du chiffre d'affaires en 6 mois. Les savons de Provence », répéta Camille Desrosiers en esquissant un sourire ironique. « Jamais entendu parler. C'est une marque artisanale. C'est une PME familiale qui existe depuis 3 générations et qui fabrique des produits d'excellente qualité avec des ingrédients naturels de la région. Il y a le terroir, lança Laurent Beaumont, très pittoresque. Mais nous, voyez-vous, nous évoluons sur les marchés internationaux. Nous avons besoin de profils qui comprennent les enjeux globaux, pas locaux. » Un rire étouffé monta du fond de la salle. L'un des candidats, celui au costume sur mesure, chuchotait quelque chose à l'oreille de sa voisine blonde, qui souriait derrière sa main manucurée. Élise sentit une bouffée de colère monter en elle, mais elle la ravala. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ses moyens maintenant. « Justement, monsieur Beaumont, je pense que l'avenir du luxe se trouve dans cette capacité à rester connectée aux vraies préoccupations des consommatrices. Les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus seulement du prestige, elles veulent de l'authenticité. »« L'authenticité », répéta Camille Desrosiers en appuyant sur chaque syllabe. « Et vous incarnez cette authenticité, c'est cela, avec votre... » Elle fit un geste vague vers le tailleur d'Élise. « Votre présentation si naturelle ?» Cette fois, les rires ne furent même plus dissimulés. Élise entendit distinctement l'un des candidats murmurer « Elle a acheté son tailleur chez Tati ou quoi ?» Le rouge lui monta aux joues. Elle serra les poings sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Camille Desrosiers continua son attaque avec la précision chirurgicale d'un prédateur qui sent sa proie faiblir. « Voyez-vous, mademoiselle Fournier, chez Maison Claret, nous recherchons des profils, plus raffinés. Nos clients attendent un certain niveau d'excellence, une certaine prestance. Ils investissent dans nos produits parce qu'ils font confiance à notre image de marque. Et cette image de marque, poursuivit Laurent Beaumont, elle se construit aussi grâce aux personnes qui la représentent. Il faut que nos collaborateurs incarnent les valeurs de la maison, l'élégance, le savoir-vivre, la culture. » Sophie Renard feuilletait ostensiblement le CV d'Élise en fronçant les sourcils. « J'avoue être un peu perplexe devant votre parcours. Université publique, pas de stage dans de grandes maisons, aucune expérience internationale. Comment espérez-vous évoluer dans un environnement aussi exigeant que le nôtre ?
Peut-être pourriez-vous nous expliquer concrètement ce que vous pourriez apporter à Maison Claret, demanda Camille Desrosiers avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Élise se redressa sur sa chaise. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme quand elle répondit « Je peux vous apporter ce que vous ne trouverez chez aucun des autres candidats, une compréhension viscérale de ce que veulent vraiment les femmes. Pas celles qui fréquentent les salons parisiens, mais toutes les autres, celles qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui rêvent de beauté sans se ruiner. Mais enfin, l'interrompit Camille Desrosiers avec agacement. Croyez-vous vraiment que Maison Claret va changer sa stratégie centenaire pour s'adapter aux classes populaires? Le terme tomba comme une gifle. Dans le silence qui suivit, Élise entendit son cœur battre dans ses oreilles. Elle regarda tour à tour les 3 recruteurs, puis les candidats au fond de la salle, qui ne se donnaient même plus la peine de dissimuler leur mépris amusé. « Je crois, dit-elle d'une voix tremblante mais claire, que le luxe véritable, ce n'est pas d'exclure, mais d'inclure. Ce n'est pas de mépriser celles qui n'ont pas eu la chance de naître dans le bon arrondissement, mais de leur offrir ce qu'il y a de meilleur. » Un silence pesant s'installa. Camille Desrosiers referma brutalement le dossier d'Élise. « Bien, je pense que nous avons fait le tour de vos motivations. Nous vous recontacterons. » Élise comprit que l'entretien était terminé. Elle se leva lentement, ramassa ses affaires et se dirigea vers la sortie sous les regards ironiques de l'assemblée. Juste avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. « Madame Desrosiers, j'espère que vous trouverez le candidat qui correspond à votre vision. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Le jour où Maison Claret aura besoin de toucher le cœur des vraies femmes, pas seulement leur portefeuille, vous saurez où me trouver. » Et sur ces mots, elle sortit la tête haute malgré l'humiliation. 6 étages plus haut, dans un bureau aux dimensions cathédraliques, Thibault Marceau éteignit l'écran de son ordinateur d'un geste sec. Ses mâchoires étaient crispé, ses poings serrés sur l'accoudoir de son fauteuil en cuir italien. Il venait d'assister via la retransmission interne à l'une des séances d'humiliation les plus révoltantes qu'il ait jamais vues dans sa propre entreprise. Thibault se leva et se dirigea vers la baie vitrée qui dominait tout Lyon. La ville s'étendait à ses pieds, belle et ordonnée, comme sa ville avait toujours été. Fils unique de Charles Marceau, le fondateur de l'Empire Maison Claret, il avait grandi dans les dorures et les privilèges. Éducation dans les meilleures écoles privées parisiennes, études à HEC puis à Sciences Po, stage de fin d'études chez Goldman Sachs à Londres. Un parcours tracé au cordeau, sans surprise, sans aspérité. Pourtant, ce qu'il venait de voir le révoltait au plus profond de lui-même. Cette jeune femme, Élise Fournier. Ce nom ne lui était pas inconnu, mais il n'arrivait pas à se rappeler où il l'avait déjà entendu. Quelque chose dans ses yeux, dans sa façon de se tenir droite malgré l'avalanche de mépris qu'on lui infligeait, avait touché une corde sensible en lui. Il repensa aux paroles de Camille Desrosiers. Les classes populaires. Le terme l'avait fait tressaillir. Était-ce donc cela que pensaient ces cadres dirigeants, que Maison Claret était une forteresse à préserver de la contamination des gens ordinaires? Thibault attrapa le téléphone sur son bureau et composa le numéro de sa secrétaire. « Madame Dubois, pouvez-vous me sortir le dossier complet d'Élise Fournier, celle qui vient de passer l'entretien pour le poste de responsable communication? » « Tout de suite, monsieur Marceau. » En attendant, il se rassit et ferma les yeux. Des souvenirs enfouis remontaient à la surface, comme des bulles d'air dans une eau longtemps stagnante. Marseille, été 2010. Il avait 20 ans et venait de terminer sa 2e année à HEC. Son père, dans un élan philanthropique probablement dicté par son conseiller en communication, l'avait inscrit à un programme d'échange culturel avec des jeunes de milieux défavorisés. « Cela te fera du bien de voir comment vivent les autres », avait dit Charles Marceau avec cette condescendance bienveillante qui le caractérisait. Thibault était arrivé à Marseille avec ses préjugés de jeune bourgeois parisien. Il s'attendait à passer un été pénible dans un décor de cartes postales, entouré de jeunes cas sociaux qu'il faudrait supporter avec le sourire pour pouvoir ajouter cette ligne charitable à son CV. Mais tout avait changé dès le premier jour.
Il se souvenait encore de cette jeune femme brune aux yeux pétillants qui animait les ateliers d'insertion professionnelle. Elle devait avoir 22 ou 23 ans, étudiante à l'université d'Aix-Marseille, et elle donnait de son temps libre pour aider des jeunes en difficulté à retrouver confiance en eux. Élise Fournier. Comment avait-il pu l'oublier? Elle avait marqué cet été-là d'une empreinte indélébile. Pas seulement par sa beauté naturelle, elle était jolie, certes, mais d'une beauté sans artifice, authentique, mais surtout par sa façon d'être, son écoute, sa générosité, son intelligence émotionnelle remarquable. Elle avait été la première personne à voir à travers le vernis de son éducation privilégiée pour découvrir ses doutes, ses questionnements, sa quête de sens. Avec elle, il n'était plus le fils Marceau, héritier d'un empire cosmétique, mais simplement Thibaut, un jeune homme de 20 ans qui se demandait quelle était vraiment sa place dans le monde. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Entrez. Madame Dubois, sa secrétaire depuis 10 ans, posa un dossier sur son bureau. Le dossier d'Élise Fournier, monsieur. J'ai également pris la liberté d'y joindre les notes de l'entretien qui vient de se terminer. Merci, Madame Dubois. Quand elle fut sortie, Thibaut ouvrit le dossier avec une curiosité mêlée d'appréhension. Le CV était là, soigneusement tapé, accompagné d'une lettre de motivation manuscrite. L'écriture était régulière, élégante, sans fioritures. Chaque mot avait été pesé, chaque phrase construite avec soin. Il parcourut son parcours professionnel. Effectivement, rien de très prestigieux aux yeux d'un recruteur classique. Mais entre les lignes, Thibaut lisait une toute autre histoire. Cette succession de CDD et de missions freelance révélait une combativité remarquable, une capacité d'adaptation, une volonté de ne jamais baisser les bras malgré les obstacles. Les références étaient éloquentes. Tous les employeurs d'Élise vantaient son professionnalisme, sa créativité, sa capacité à comprendre intuitivement les attentes des clients. L'un d'eux avait même écrit « Mademoiselle Fournier possède ce don rare de saisir l'essence d'une marque et de la traduire en émotions authentiques. » Puis il tomba sur les notes de l'entretien, rédigées de la main même de Camille Desrosiers. La lecture le mit en rage. Candidate inadéquate, profil trop populaire, présentation négligée, aucune prestance, ne correspond pas aux standards de la maison, à éliminer immédiatement. Thibaut froissa la feuille et la jeta dans la corbeille. Comment Camille osait-elle porter de tels jugements? Comment pouvait-elle réduire une personne à ses origines sociales? Il se leva et se dirigea vers son coffre-fort personnel, dissimulé derrière un tableau de maître. Ses doigts effleurèrent une boîte en carton fatigué, qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des photos jaunies de cet été marseillais qui avait changé sa vision du monde. Là, sur l'une d'elles, Élise souriait à l'objectif, entourée de jeunes en difficulté qu'elle aidait à préparer leurs entretiens d'embauche. Elle portait une robe d'été simple, ses cheveux flottaient librement sur ses épaules et ses yeux brillaient de cette flamme particulière qu'ont les gens qui croient profondément en ce qu'ils font. À côté d'elle, un jeune homme en polo blanc la regardait avec une admiration non dissimulée. Lui-même, 15 ans plus tôt, celui qu'il était avant de devenir l'héritier sage et formaté que son père attendait qu'il soit. Thibaut reposa délicatement la photo et referma la boîte. Une décision venait de germer dans son esprit, une décision qui allait choquer tous les codes de l'entreprise familiale. Il consulta sa montre. L'entretien d'Élise était terminé depuis une quinzaine de minutes. Elle devait encore être dans l'immeuble, peut-être même encore dans l'ascenseur. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. Il était temps de rappeler à Maison Claret ce que signifiait vraiment l'excellence et la beauté authentique. Madame Dubois leva les yeux, surprise de le voir sortir si précipitamment. « Monsieur Marceau, votre réunion de 15 heures? Annulez tout, Madame Dubois. J'ai quelque chose de plus important à faire. » Et il disparut dans le couloir, laissant sa secrétaire perplexe devant ce comportement inhabituel de la part de son patron, habituellement si prévisible. Dans l'ascenseur qui le menait au 3e étage, Thibaut sentait son cœur battre plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il allait défier toutes les conventions, bousculer tous les codes et peut-être même remettre en question
l'ordre établi de son propre empire. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement vivant. Élise avançait dans le couloir feutré du 3e étage, ses talons résonnant sourdement sur la moquette épaisse. Chaque pas l'éloignait de cette salle de conférence où elle venait de vivre l'une des humiliations les plus cuisantes de sa vie professionnelle. Ses mains tremblaient encore, mais elle gardait la tête haute, refusant de donner à ces gens la satisfaction de la voir s'effondrer. Elle approchait des ascenseurs quand la porte de la salle de conférence s'ouvrit brutalement derrière elle. Des éclats de voix s'échappèrent, puis un silence soudain. Elle ne se retourna pas, pressant le bouton d'appel de l'ascenseur avec une urgence mal dissimulée. « Mademoiselle Fournier !» La voix masculine, autoritaire mais teintée d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier, la fit sursauter. Elle se retourna lentement et eut le souffle coupé. Un homme se dirigeait vers elle d'un pas rapide et déterminé. Grand, élégant, vêtu d'un costume anthracite parfaitement coupé. Ses cheveux châtain clair étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait couru, et ses yeux bleu-gris la fixaient avec une intensité troublante. Elle le reconnut immédiatement pour l'avoir vu dans les magazines économiques. Thibault Marceau, le PDG de Maison Claret. « Monsieur Marceau » balbutia-t-elle complètement désorientée. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, reprenant son souffle. Son regard la scrutait avec une attention qui la mettait mal à l'aise, comme s'il cherchait à retrouver quelque chose dans ses traits. « Excusez-moi de vous arrêter ainsi, » dit-il, et sa voix avait une chaleur surprenante. « Puis-je vous parler quelques instants ?» Élise jeta un coup d'œil vers la salle de conférence, d'où sortaient maintenant Camille Desrosiers et les autres recruteurs, visiblement alarmés par l'apparition soudaine de leur PDG. Les candidats concurrents se pressaient derrière eux, curieux de comprendre ce qui se passait. « Je ne comprends pas, » murmura Élise. « Mon entretien est terminé, et je crois que le message a été assez clair. »« Justement, » dit Thibault, en se rapprochant légèrement. « C'est exactement de cela que je voudrais vous parler. » Camille Desrosiers s'avançait déjà, son sourire professionnel plaqué sur le visage, mais l'inquiétude perçait dans ses yeux. « Monsieur Marceau, nous ne vous attendions pas. Nous étions en train de terminer les entretiens pour le poste de responsable communication. Tout se passe parfaitement bien, je vous assure. » Thibault ne lui accorda pas un regard. Ses yeux restaient fixés sur Élise, et quelque chose dans son expression avait changé. Une reconnaissance, une émotion profondément enfouie qui remontait à la surface. « Madame Desrosiers, » dit-il d'une voix glaciale, « j'ai assisté aux entretiens depuis mon bureau. » Un silence de plomb s'abattit sur le couloir. Camille Desrosiers pâlit visiblement, comprenant les implications de cette révélation. Laurent Beaumont et Sophie Renard échangèrent des regards inquiets. « Vous avez assisté ?» bredouilla Camille. « La retransmission interne », précisa Thibault avec un détachement clinique. « Une fonctionnalité que nous avons installée récemment pour évaluer la qualité de nos processus de recrutement. » Il fit un pas vers Camille, et sa voix se durcit encore. « Et je dois dire que j'ai été édifié par ce que j'ai vu et entendu. » Élise assistait à cette scène avec une stupéfaction grandissante. Elle ne comprenait pas pourquoi le PDG de Maison Claret était en train de réprimander ses propres recruteurs, ni pourquoi il semblait prendre sa défense. « Monsieur Marceau, » intervint Laurent Beaumont d'une voix mal assurée, « nous appliquions simplement nos critères de sélection habituels. Nous cherchions le profil le plus adapté aux standards de la maison. » « Les standards de la maison ?» l'interrompit Thibault, et pour la première fois, Élise entendit une colère sourde dans sa voix. « Et ces standards incluent-ils l'humiliation gratuite des candidats, le mépris social, la discrimination basée sur l'origine géographique ?» Un murmure parcourut le petit groupe rassemblé dans le couloir. Les autres candidats, qui jusqu'alors arboraient des sourires suffisants, commençaient à comprendre que la situation prenait une tournure inattendue. « Madame Desrosiers, » continua Thibault, sans quitter Élise des yeux, « vous êtes congédiée, avec effet immédiat. » Un hoquet de stupeur collective accueillit cette annonce. Camille Desrosiers vacilla comme si elle avait reçu une gifle. « Monsieur Marceau, vous ne pouvez pas... Il doit y avoir un malentendu. »« Il n'y a aucun malentendu, » trancha-t-il. «
Vos méthodes et vos préjugés n'ont pas leur place dans cette entreprise. Madame Dubois vous contactera pour les modalités de votre départ. Il se tourna ensuite vers Laurent Beaumont et Sophie Renard, qui reculèrent instinctivement. Quant à vous, messieurs, dames, vous devriez réfléchir sérieusement à votre conception du professionnalisme et du respect. Puis, dans un geste qui stupéfia l'assistance, il se tourna vers Élise et tendit la main. « Mademoiselle Fournier, accepteriez-vous de me suivre dans mon bureau? J'aimerais vous présenter mes excuses pour le traitement inadmissible que vous venez de subir. » Élise regarda cette main tendue, puis releva les yeux vers le visage de Thibault Marceau. Quelque chose dans ses traits lui rappelait vaguement quelqu'un, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Une impression de déjà-vu troublante. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » murmura-t-elle. « Moi non plus, pas entièrement, » admit-il avec un sourire qui transforma complètement son visage. « Mais je sais que cette entreprise vient de laisser passer une opportunité exceptionnelle. Et j'aimerais, si vous me le permettez, réparer cette erreur. » Derrière eux, Camille Desrosiers ramassait ses affaires d'une main tremblante, sous les regards médusés de ses collègues. Les autres candidats se dispersaient lentement, comprenant que leur petit théâtre cruel venait de prendre fin de la façon la plus inattendue qui soit. Élise hésita encore un instant. Tout cela lui semblait irréel, comme si elle était soudain devenue l'héroïne d'un conte de fées moderne. Mais la sincérité qu'elle lisait dans les yeux de Thibault Marceau la convainquit de faire confiance à cet instant magique. « D'accord, » dit-elle en saisissant sa main, « mais j'espère que vous m'expliquerez ce qui vient de se passer. »« Promis, » répondit-il, et elle sentit une pression chaleureuse autour de ses doigts. « Et j'ai l'impression que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Ils se dirigèrent ensemble vers les ascenseurs, laissant derrière eux un couloir en effervescence et des témoins qui allaient de mettre des heures à comprendre ce qu'ils venaient de vivre. Dans l'ascenseur qui les menait vers les étages supérieurs, Élise observait discrètement le profil de cet homme qui venait de bouleverser sa journée. Et peu à peu, un souvenir ancien commençait à prendre forme dans sa mémoire. Un jeune homme timide aux yeux clairs, un été marseillais, des rires partagés sur la terrasse d'un centre social. Mais non, c'était impossible. Thibault Marceau, l'héritier d'un empire cosmétique, et ce garçon qu'elle avait connu 15 ans plus tôt, ne pouvaient être la même personne. Ou peut-être que si. Le bureau de Thibault Marceau était à l'image de l'homme, imposant mais chaleureux, sophistiqué sans être ostentatoire. Les murs lambrissés de chêne clair contrastaient avec de grandes baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur Lyon. Des œuvres d'art contemporains côtoyaient des photos de famille, et sur son bureau massif, quelques objets personnels humanisaient l'espace de travail du PDG. Élise s'installa dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau, encore sous le choc des événements qui venaient de se dérouler. Thibault lui servit un verre d'eau fraîche avant de s'asseoir en face d'elle, non pas derrière son bureau comme l'aurait fait un patron traditionnel, mais dans le fauteuil voisin, créant une proximité inattendue. « D'abord, » commença-t-il, « permettez-moi de vous présenter mes excuses les plus sincères pour le traitement que vous venez de subir. Ce qui s'est passé dans cette salle de conférence est inacceptable et ne reflète en rien les valeurs que je souhaite voir incarnées dans cette entreprise. » Élise but une gorgée d'eau, tentant de retrouver ses esprits. « Monsieur Marceau, je vous remercie pour votre intervention, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez fait cela. Vous ne me connaissez même pas. » Un sourire énigmatique passa sur les lèvres de Thibault. « C'est là que vous vous trompez, Élise. Puis-je vous appeler Élise ?» Elle hocha la tête, troublée par cette familiarité soudaine. Marseille, été 2010, le programme d'insertion sociale et culturelle organisé par la mairie. Vous étiez monitrice bénévole, moi j'étais... Comment dire, un jeune bourgeois parisien un peu perdu qui découvrait un monde qu'il ne connaissait pas. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Les souvenirs affluaient maintenant avec une netteté saisissante. Ce jeune homme discret qui participait aux ateliers, qui écoutait avec tant d'attention, qui posait des questions pertinentes sur l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté. « Thibault » murmura-t-elle, incrédule. « Le stagiaire parisien ? Celui qui voulait comprendre comment fonctionnaient les quartiers populaires ? Lui-même,
confirma-t-il avec un sourire plus large, bien que « stagiaire » soit un terme un peu généreux. J'étais plutôt là en observateur privilégié grâce au carnet d'adresse de mon père. Élise porta la main à sa bouche, stupéfaite. « Mon Dieu, c'est incroyable! Mais comment? Pourquoi ne m'avez-vous pas reconnu tout de suite? »« Parce que vous avez changé, » dit-il doucement. « Enfin, pas vraiment changé, mais mûri, affiné. Vous aviez 22 ans à l'époque. Vous étiez encore étudiante. Aujourd'hui, vous êtes devenue cette femme remarquable que j'ai vue tenir tête à mes recruteurs, avec une dignité qui m'a rappelé pourquoi cet été marseillais avait été si important pour moi. » Il se leva et se dirigea vers une étagère où trônaient quelques photos personnelles. Il en prit une, dans un cadre argenté discret, et la tendit à Élise. « J'ai gardé cela toutes ces années. » C'était une photo de groupe prise lors de la fête de fin de programme. Élise se reconnut immédiatement, souriante, entourée des jeunes qu'elle aidait à préparer leurs entretiens d'embauche. À sa droite, un Thibaut de 20 ans, plus mince, les cheveux plus longs, mais avec le même regard intelligent qu'elle venait de retrouver. « Vous vous souvenez de cette soirée ?» demanda-t-il en se rasseyant. « Bien sûr, c'était sur la terrasse du centre social, avec vue sur la mer. Nous avions organisé un barbecue, et vous étiez resté jusqu'à très tard à discuter avec tout le monde. J'étais resté surtout pour discuter avec vous, » avoua-t-il avec une pointe de timidité qui contrastait avec son assurance habituelle de chef d'entreprise. « Vous m'aviez parlé de votre vision de l'insertion professionnelle, de votre conviction que chaque personne méritait sa chance, peu importe son origine. Vous disiez que le vrai luxe, c'était de permettre à chacun de révéler son potentiel. » Élise sentit ses joues s'empourprer. « Je me souviens, vous m'aviez demandé pourquoi je faisais du bénévolat alors que j'avais mes propres études à gérer. Et vous m'aviez répondu que c'était justement parce que vous aviez eu la chance de faire des études que vous vous sentiez redevable envers ceux qui n'avaient pas eu cette opportunité. » Un silence ému s'installa entre eux. Élise regardait alternativement la photo et le visage de Thibaut, essayant de réconcilier le jeune homme qu'elle avait connu avec l'homme d'affaires qu'il était devenu. « Mais alors, dit-elle lentement, si vous vous souvenez de moi, si vous saviez qui j'étais, pourquoi avoir laissé vos recruteurs me traiter ainsi ?» Le visage de Thibaut se rembrunit. « Parce que je ne surveillais pas habituellement les entretiens d'embauche. J'ai découvert votre candidature par hasard, en consultant la liste des postulants ce matin. Quand j'ai vu votre nom, j'ai d'abord pensé à une coïncidence. Élise Fournier, ce n'est pas si rare comme nom, mais quelque chose m'a poussé à activer la retransmission interne. » Il se passa la main dans les cheveux, visiblement encore affecté par ce qu'il avait vu. « Et j'ai assisté à cette mascarade, à cette exhibition de mépris social déguisé en entretien professionnel. J'ai vu mes propres employés vous humilier publiquement, et j'ai eu honte. Honte de diriger une entreprise où de telles pratiques étaient possibles. Vous n'êtes pas responsable des préjugés de vos employés, » dit Élise avec générosité. « Si, justement, en tant que dirigeant, je suis responsable de la culture d'entreprise que je laisse s'installer, et manifestement, j'ai fermé les yeux trop longtemps sur certaines dérives. » Il la regarda avec une intensité troublante. « Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est votre réaction, votre dignité face à l'adversité, votre façon de défendre vos convictions sans jamais vous abaisser à leur niveau. Vous étiez exactement la même qu'il y a 15 ans, intègre, courageuse, authentique. » Élise sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans la voix de Thibaut, dans sa façon de la regarder, qui dépassait largement le cadre professionnel. « Thibaut ?» dit-elle en utilisant son prénom pour la première fois. « Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ?» Il sourit, et elle retrouva dans ce sourire le jeune homme qu'elle avait connu à Marseille. « D'abord, j'aimerais réparer l'injustice qui vient d'être commise. Vous méritez ce poste, Élise. Pas par compassion, pas par nostalgie, mais parce que vous êtes la meilleure candidate. Vos idées sur la beauté accessible, votre compréhension du marché, votre authenticité, c'est exactement ce dont Maison Claret a besoin pour évoluer. » « Et ensuite ?» demanda-t-elle, pressentant qu'il y avait autre chose. « Ensuite, dit-il en se penchant légèrement vers elle, j'aimerais apprendre à connaître la femme que vous êtes devenue, si vous me le permettez. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour mémorable à Lyon.
Élise regardait par la fenêtre de son nouveau bureau, situé au 4e étage de Maison Claret, et avait encore du mal à croire que tout cela était réel. Son espace de travail était lumineux, moderne, avec une vue dégagée sur le parc de la Tête d'Or. Bien différent de son petit appartement marseillais où elle travaillait sur sa table de cuisine. Sur son bureau, plusieurs dossiers s'empilaient déjà. Le lancement de la nouvelle ligne « Beauté accessible », comme elle l'avait surnommée, prenait forme. Thibault lui avait donné carte blanche pour développer sa vision et elle s'était jetée dans ce projet avec une passion dévorante. Un coup léger à la porte interrompit ses réflexions. « Entrez !» Margot Lemaire, sa nouvelle assistante, passa la tête par l'entrebâillement. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, fraîchement diplômée d'une école de commerce lyonnaise, qui avait accueilli Élise avec un enthousiasme rafraîchissant. « Élise, l'équipe marketing vous attend en salle de réunion, et Monsieur Marceau souhaiterait vous voir à 16 heures, si c'est possible. »« Parfait, merci Margot. J'arrive pour la réunion. » En traversant les couloirs pour se rendre à la salle de conférence, Élise croisa plusieurs collègues. Les réactions étaient contrastées. Certains la saluaient chaleureusement, intrigués par cette nouvelle recrue qui avait fait une entrée si remarquée dans l'entreprise. D'autres détournaient le regard, encore mal à l'aise avec les circonstances de son arrivée. Elle savait que les rumeurs circulaient. L'histoire de son recrutement rocambolesque avait fait le tour de l'entreprise en quelques jours. Certains parlaient de coups de foudre professionnels, d'autres murmuraient des insinuations plus personnelles sur sa relation avec le PDG. Dans la salle de réunion, l'équipe marketing l'attendait autour de la table ovale. 6 personnes, dont 3 qui l'avaient accueillie avec un scepticisme à peine dissimulé lors de sa première semaine. Mais les résultats parlaient pour elle. « Bonjour tout le monde », dit-elle en s'installant à sa place habituelle. « Où en sommes-nous avec l'étude de marché pour la ligne authenticité ?» Julie Moreau, responsable des études consommateurs, ouvrit son dossier avec un sourire qui semblait plus sincère qu'au début. « Les résultats sont surprenants, Élise. Nous avons interrogé 1000 femmes âgées de 25 à 45 ans dans toute la France. 68% d'entre elles se disent intéressées par une ligne de cosmétiques de qualité accessible. Mais surtout, 89% estiment que les marques de luxe actuelles ne s'adressent pas à elles. « C'est exactement ce que je pensais, » répondit Élise, sentant l'excitation monter. « Et concernant les prix, la fourchette optimale semble se situer entre 15 et 35 € pour les produits de base. C'est exactement ce que vous aviez prévu. » Marc Durand, le directeur marketing, qui avait été l'un des plus réticents à son égard, se pencha vers elle. « Je dois vous avouer quelque chose, Élise. Au début, j'étais sceptique. Votre profil ne correspondait pas à ce que nous recherchions habituellement. Mais ces chiffres sont éloquents. Vous avez identifié un segment de marché que nous négligions complètement. Merci, Marc. C'est exactement le genre de feedback constructif dont j'ai besoin. » La réunion se poursuivit pendant 1 heure, chacun apportant sa pierre à l'édifice de ce projet qui prenait de plus en plus d'ampleur. Élise sentait qu'elle gagnait progressivement la confiance de ses collègues, non pas grâce à l'intervention spectaculaire de Thibault, mais par la pertinence de ses analyses et la cohérence de sa vision. À 16 heures précises, elle frappa à la porte du bureau de Thibault. « Entrez, Élise. » Il était au téléphone, terminant visiblement une conversation en anglais avec un partenaire international. Elle s'installa dans le fauteuil qu'elle commençait à considérer comme le sien et l'observa discrètement. En 3 semaines, leurs rapports avaient évolué de façon subtile mais perceptible. Ils se tutoyaient maintenant, et leurs échanges professionnels étaient teintés d'une complicité grandissante. Mais Thibault gardait une distance respectueuse, conscient que la situation était délicate pour Élise. « Désolé pour cette interruption, » dit-il en raccrochant. « Oh, comment s'est passée ta réunion avec l'équipe marketing ? » « Très bien, les résultats de l'étude de marché confirment notre intuition. Il y a vraiment une demande pour une beauté authentique et accessible. Marc Durand lui-même commence à être convaincu. Parfait, j'ai reçu les premiers chiffres ce matin et je suis impressionné par le travail que tu as accompli en si peu de temps. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches. Élise remarqua qu'il semblait légèrement tendu. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. «
Tu me connais déjà si bien, dit-il avec un sourire un peu crispé. Effectivement, il y a autre chose. J'ai eu une conversation avec le conseil d'administration hier. Le cœur d'Élise se serra. Concernant mon recrutement, entre autres, certains membres s'interrogent sur les circonstances particulières de ton arrivée dans l'entreprise. Ils craignent que cela nuise à l'image de la société. Élise sentit une bouffée de colère monter en elle. En clair, ils pensent que tu m'as embauché pour des raisons personnelles plutôt que professionnelles. C'est en substance ce qu'ils insinuent, oui. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Thibault se retourna vers elle et elle fut frappée par la détermination qu'elle lut dans ses yeux. Je leur ai dit que tes résultats parleraient pour toi, que dans 3 mois, quand ils verraient les performances de la ligne authenticité, ils comprendraient que j'avais pris la meilleure décision possible pour l'entreprise. Et s'ils ne sont pas convaincus, alors nous aviserons. Mais je ne laisserai personne remettre en question tes compétences ou ton professionnalisme. Un silence s'installa entre eux. Élise sentait le poids des non-dits, des sentiments qui commençaient à naître entre eux, mais qu'ils n'osaient pas encore exprimer. « Thibault, dit-elle finalement, je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Si ma présence ici complique les choses, ne dis pas ça, l'interrompit-il vivement. Ta présence ici ne complique rien du tout. Au contraire, elle éclaire beaucoup de choses. Sur cette entreprise, sur moi-même, sur ce que je veux vraiment faire de ma vie. » Il s'approcha d'elle, et pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit que la barrière professionnelle qu'ils maintenaient soigneusement entre eux était sur le point de s'effriter. « Élise, je dois te dire quelque chose. Ces 3 dernières semaines ont été... » Il fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Madame Dubois l'informait que son rendez-vous de 16h30 était arrivé. « Nous en reparlerons, » dit-il avec un regard chargé de promesses. « Mais avant, j'aimerais t'inviter à dîner. Ce soir, si tu es libre, pas pour parler travail, juste pour parler. » Élise sentit son cœur s'emballer. « D'accord, mais pas dans un restaurant trop chic. Je ne me suis toujours pas habitué au grand luxe lyonnais. » Il éclata de rire, et elle retrouva dans ce rire spontané le jeune homme qu'elle avait connu à Marseille. « Je connais exactement l'endroit qu'il faut. Fais-moi confiance. » Le restaurant que Thibault avait choisi était loin des établissements étoilés où elle s'attendait à ce qu'il l'emmène. Chez Mémé Lucette se nichait dans une petite rue pavée du Vieux Lyon, avec sa façade modeste et ses nappes à carreaux rouges et blancs, visibles à travers la vitrine embuée. Élise sourit en découvrant l'endroit. « Tu m'étonnes encore. J'ai découvert ce restaurant il y a quelques années, quand je cherchais à échapper au dîner d'affaires protocolaire. Mémé Lucette fait la meilleure cuisine lyonnaise de la ville et elle traite tous ses clients de la même façon, qu'ils soient ouvriers ou PDG. Une femme d'une 60aine d'années, tablier fleuri et cheveux gris remontés en chignon, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Thibault, ça fait longtemps. Et qui est cette jolie demoiselle ? » « Mémé Lucette, je vous présente Élise, une amie très chère. Élise, voici la reine incontestée de la gastronomie lyonnaise traditionnelle. Allez, installez-vous au fond, j'ai gardé votre table habituelle. Et ne me dites pas ce que vous voulez manger, je vais vous préparer mes spécialités. » Ils s'installèrent à une petite table dans un coin tranquille, éclairée par une lampe en forme d'abat-jour chinois. Autour d'eux, l'ambiance était détendue, des couples de tous âges, des groupes d'amis, quelques familles avec enfants. Un monde à 1000 lieues des restaurants feutrés où évoluait habituellement Thibault. « Comment as-tu découvert cet endroit ?» demanda Élise en regardant autour d'elle avec plaisir. « Par hasard, il y a 3 ans. J'avais eu une journée particulièrement difficile au bureau, des tensions avec le conseil d'administration déjà. Je suis sorti de l'immeuble à 20h, complètement épuisé, et je me suis mis à marcher sans but précis. » Il sirota son verre de Beaujolais, les yeux perdus dans ses souvenirs. Je me suis retrouvé dans cette rue, attiré par la lumière chaude qui filtrait de cette vitrine. Et puis, il y a eu cette odeur, un mélange de pot-au-feu et de tarte aux pralines qui m'a rappelé la cuisine de ma grand-mère. Ta grand-mère cuisinait ? Grand-mère Marceau, oui. Pas celle du côté maternel, qui ne mettait jamais les pieds dans une cuisine, mais grand-mère Jeanne, la mère de mon père. Elle était d'origine modeste. Elle avait épousé mon grand-père quand il n'avait encore qu'un petit atelier de parfumerie.
Élise découvrait une facette de Thibaut qu'elle n'avait jamais soupçonnée. L'homme d'affaires sophistiqué laissait place à quelqu'un de plus vulnérable, de plus authentique. Elle te manque énormément. Elle est morte quand j'avais 15 ans, mais elle m'avait transmis quelque chose d'essentiel. L'idée que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on partage. Mémé Lucette arriva avec un plateau chargé d'amuse-bouche maison. Rillettes de canard, pâté en croûte, fromage de chèvre cendré. Voilà pour commencer. Et ne vous gênez pas, il faut que vous repreniez des forces, tous les deux. Surtout toi, ma petite, dit-elle en s'adressant à Élise. Tu es toute mince. Quand elle fut repartie, Élise et Thibaut éclatèrent de rire. Elle a le don de faire sentir tout le monde chez lui, commenta Élise. C'est exactement le genre de femme qu'on trouve dans mon quartier à Marseille. Authentique, généreuse, sans chichi. C'est pour ça que j'aime venir ici. Cela me rappelle qui je suis vraiment, au-delà des costumes sur mesure et des réunions de conseil d'administration. Non, ils mangèrent avec appétit, la conversation coulant naturellement entre eux. Thibaut raconta son enfance dorée mais parfois solitaire, l'absence fréquente de ses parents accaparés par les mondanités parisiennes, son passage par les grandes écoles où il se sentait souvent en décalage avec ses camarades. Et ce fameux été à Marseille, demanda Élise. Comment as-tu vécu cette expérience? Comme une révélation, répondit-il sans hésiter. Pour la première fois de ma vie, j'étais jugé sur ce que j'étais, pas sur mon nom de famille. Et surtout, j'ai rencontré des gens comme toi, qui m'ont ouvert les yeux sur ce que signifiait vraiment l'engagement. Il la regarda intensément par-dessus son verre de vin. Tu m'as marqué bien plus que tu ne peux l'imaginer, Élise. Ta façon de parler des jeunes que tu aidais, ta conviction que chacun méritait sa chance, ta générosité naturelle. Cela a planté une graine en moi. Quelle graine! L'idée que l'entreprise familiale que j'allais hériter pourrait servir à autre chose qu'à enrichir des actionnaires, qu'elle pourrait avoir un impact social positif. Élise sentit une émotion profonde l'envahir. C'est pour ça que tu as créé ce poste de responsable communication pour la ligne authenticité? En partie, oui, mais pas seulement. Il posa sa main sur la sienne, un geste simple qui la fit frissonner. Élise, je dois te dire quelque chose. Ces 15 dernières années, je n'ai jamais oublié cette jeune femme rencontrée à Marseille. J'ai eu d'autres relations, bien sûr, mais jamais personne n'a marqué mon esprit et mon cœur comme tu l'as fait cet été-là. Le restaurant semblait soudain s'effacer autour d'eux. Élise sentait son cœur battre plus fort, mais aussi une peur diffuse l'envahir. Thibaut, laisse-moi finir, s'il te plaît. Quand j'ai vu ton nom sur la liste des candidats, j'ai d'abord pensé à une coïncidence. Mais quelque chose en moi espérait que c'était toi. Et quand je t'ai vu dans cette salle de conférence, digne et courageuse face à l'adversité, j'ai su que mes sentiments d'alors n'avaient jamais vraiment disparu. Élise retira doucement sa main, troublée par cette déclaration. Thibaut, c'est très troublant ce que tu me dis, mais nous sommes dans une situation professionnelle compliquée. Les gens parlent déjà. Si on ajoute une dimension personnelle, je sais que c'est compliqué. Je sais que ta position dans l'entreprise est délicate, mais je ne peux pas faire comme si ces sentiments n'existaient pas. Mémé Lucette choisit ce moment pour apporter le plat principal, un magnifique coq au vin au lardon, accompagné de pommes de terre fondantes. « Voilà, mes amoureux !» dit-elle avec un clin d'œil complice avant de repartir. Ils mangèrent un moment en silence, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Élise reprit la parole. « Tu sais, cet été à Marseille a été important pour moi aussi. Tu étais différent des autres garçons que je connaissais, plus sensible, plus ouvert. Tu écoutais vraiment ce que les gens avaient à dire. Et maintenant, j'ai peur. Peur de mélanger les sentiments et le travail, peur que les gens pensent que je ne mérite pas ma place. Peur de tout gâcher. » Thibaut posa son couteau et sa fourchette et la regarda avec une tendresse infinie. « Élise, tu mérites ta place plus que quiconque dans cette entreprise. Tes résultats le prouvent chaque jour. Et pour ce qui est de nous, nous pouvons prendre le temps, voir où cela nous mène sans précipitation. » Elle sourit, sentant une partie de ses craintes s'apaiser. « D'accord,
Mais promettons-nous une chose, au bureau, nous restons strictement professionnels. Je ne veux donner aucune prise aux mauvaises langues. Promis, dit-il en levant son verre, à notre collaboration et à ce qui pourrait naître entre nous. Ils trinquèrent et Élise sentit qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir, plein de promesses mais aussi d'incertitudes. 2 mois s'étaient écoulés depuis ce dîner chez Mémé Lucette et Élise sentait que les choses devenaient de plus en plus délicates à Maison Claret. En surface, tout semblait bien se passer. La ligne authenticité prenait forme, les premiers prototypes de produits étaient prometteurs et les études de marché confirmaient le potentiel énorme du projet. Mais dans les couloirs, les murmures s'intensifiaient. Ce matin-là, en arrivant au bureau, Élise surprit une conversation entre 2 collègues du service comptabilité qui s'interrompirent brutalement en la voyant. Les sourires forcés, les salutations un peu trop appuyées, les regards qui se détournaient quand elle passait, tous ces signaux lui confirmaient que sa situation était loin d'être normalisée. « Élise ?» Margot passa la tête par la porte de son bureau. « Il y a Madame Blanchard du service juridique qui souhaiterait vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Isabelle Blanchard était une femme d'une 50aine d'années, directrice juridique de Maison Claret depuis 15 ans. Élise ne l'avait croisée qu'à quelques reprises lors des réunions générales, mais elle avait la réputation d'être intègre et directe. « Asseyez-vous, mademoiselle Fournier, » dit-elle en refermant la porte derrière elle. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, et j'espère que vous prendrez mes paroles pour ce qu'elles sont. Un conseil bienveillant. » Élise sentit son estomac se nouer. « Je vous écoute, madame Blanchard. » « Il y a des rumeurs qui circulent sur votre relation avec monsieur Marceau, des rumeurs qui commencent à sortir des murs de l'entreprise. Quel genre de rumeurs? Que votre recrutement n'avait rien de professionnel, que vous entretenez une liaison avec le PDG, que vos résultats sur le projet Authenticité sont artificiellement gonflés pour justifier votre présence ici. » Chaque mot était comme une gifle. Élise serra les poings sous son bureau. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que ces rumeurs ont un fondement? »« Je ne dis pas qu'elles en ont un, » répondit calmement Isabelle Blanchard. « Je vous dis simplement qu'elles existent et qu'elles risquent de nuire gravement à votre réputation professionnelle et à celle de monsieur Marceau par ricochet. » Un silence pesant s'installa. Élise réfléchissait rapidement aux implications de ce qu'elle venait d'entendre. « Qui alimente ces rumeurs ? » Je ne peux pas vous le dire précisément, mais je sais que certains membres du conseil d'administration s'interrogent de plus en plus sur l'opportunité de votre maintien dans l'entreprise. À cause de mon travail? Non, justement. Votre travail est irréprochable, mais ils craignent que le scandale potentiel ne nuise à l'image de Maison Claret. Vous savez combien notre réputation est importante dans le secteur du luxe. Élise sentit une bouffée de colère monter en elle. Donc, peu importe mes compétences, mes résultats, ma contribution à l'entreprise, ce qui compte, c'est que je ne dérange pas l'ordre établi. Je comprends votre frustration, mademoiselle Fournier, et croyez-moi, je la partage. Mais je suis payé pour protéger les intérêts de cette entreprise et je dois vous avertir que la situation devient délicate. Après le départ d'Isabelle Blanchard, Élise resta seule dans son bureau, l'esprit en ébullition. Elle repensait aux dernières semaines, aux regards échangés avec Thibault lors des réunions, aux déjeuners qu'ils avaient pris ensemble en parlant travail, mais en laissant parfois transparaître autre chose. Avaient-ils été si transparents que cela? Ou bien les gens cherchaient-ils simplement des raisons de la discréditer? Son téléphone sonna. Thibault. « Élise, pourrais-tu monter dans mon bureau? J'aimerais te parler du planning de lancement d'Authenticité. J'arrive. » En traversant les couloirs vers les ascenseurs, elle croisa Philippe Moreau, l'un des directeurs commerciaux. Il la salua d'un signe de tête distant, puis elle l'entendit murmurer à son collègue. « Elle monte encore chez le patron. » Décidément, dans l'ascenseur, Élise ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle devait absolument parler à Thibault de ce qui se passait. Il l'accueillit avec son sourire habituel, mais elle remarqua qu'il semblait lui aussi préoccupé. « Assieds-toi, Élise. Comment vas-tu? »« Pas très bien, pour être honnête. Il faut qu'on parle. »« Justement, moi aussi j'ai des choses à te dire. Toi d'abord. » Elle lui rapporta fidèlement sa conversation avec Isabelle Blanchard. À mesure qu'elle parlait,
Elle voyait le visage de Thibaut se rembruir. « Bon sang !» marmonna-t-il quand elle eut terminé. « J'espérais que nous avions plus de temps. » « Plus de temps pour quoi ?» Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches. « J'ai eu une convocation du conseil d'administration ce matin. Réunion extraordinaire demain à 14 heures. L'ordre du jour mentionne évaluation des récentes décisions de recrutement et leur impact sur l'image de l'entreprise. » Le cœur d'Élise se serra. « Ils vont demander mon départ, c'est ça ? Probablement. » Charles Beaumont, le frère de Laurent qui siège au conseil, a été très clair au téléphone. Il pense que ma gestion émotionnelle des ressources humaines nuit à la crédibilité de ma direction. Et qu'est-ce que tu vas leur répondre ? Thibaut se retourna vers elle, et elle fut frappée par la détermination qu'elle lut dans ses yeux. Que mes décisions de recrutement sont basées sur les compétences, pas sur les sentiments. Que tes résultats parlent pour toi. Que la ligne authenticité va révolutionner notre approche du marché. Et s'ils ne sont pas convaincus, alors ils devront choisir entre toi et moi. » Élise se leva d'un bond. « Thibaut, tu ne peux pas faire ça. Cette entreprise, c'est ton héritage familial. Tu ne peux pas tout risquer pour moi. »« Si, je peux. Et je le ferai. » Il s'approcha d'elle, et pour la première fois depuis des semaines, il prit ses mains dans les siennes, sans se soucier de savoir si quelqu'un pouvait les voir. « Élise, tu représentes tout ce que je veux que devienne cette entreprise. L'authenticité, l'innovation, la générosité. Si je te laisse partir maintenant, je trahis non seulement mes sentiments pour toi, mais aussi ma vision de ce que peut être Maison Claret. Mais les conséquences, nous les affronterons ensemble. Quoi qu'il arrive demain, sache que je ne regrette rien. Ni de t'avoir embauché, ni de t'avoir fait confiance, ni de... » Il s'interrompit, mais elle comprit ce qu'il n'osait pas dire. « Ni de m'aimer » termina-t-elle doucement. « Ni de t'aimer » confirma-t-il en caressant sa joue. Pour la première fois depuis son arrivée à Lyon, Élise laissa tomber ses défenses. Elle se blottit contre lui, sentant la chaleur de ses bras autour d'elle, et pour un instant, oublia les rumeurs, les conseils d'administration et les enjeux de pouvoir. « Quoi qu'il arrive demain, » murmura-t-elle contre son épaule, je veux que tu saches que ces mois passés ici ont été les plus beaux de ma vie professionnelle, et pas seulement à cause du travail. Ils restèrent ainsi enlacés quelques minutes, conscients que c'était peut-être la dernière fois qu'ils pouvaient se permettre cette intimité dans ce bureau. Dehors, Lyon baignait dans la lumière dorée de fin d'après-midi, indifférente aux bouleversements qui se préparaient dans les étages de Maison Claret. Le lendemain allait être décisif, pour Élise, pour Thibaut et pour l'avenir de leur relation naissante. La salle du conseil d'administration de Maison Claret imposait le respect par ses dimensions et son décor solennel. Lambris de chêne massif, portraits des fondateurs regardant depuis leur lourd cadre doré, table monumentale en acajou verni, pouvant accueillir 20 personnes. Ce jeudi après-midi, 12 membres du conseil étaient présents, leurs visages graves reflétant l'importance de la séance extraordinaire. Thibaut prit place au bout de la table, face à son père Charles Marceau, président d'honneur du conseil. À sa droite, Charles Beaumont, le frère de l'ancien directeur marketing, affichait une expression de réprobation à peine dissimulée. À sa gauche, Marie-Hélène Dubois, représentante des actionnaires minoritaires, feuilletait ostensiblement un dossier qu'elle avait apporté. « Messieurs, dames, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer certaines préoccupations concernant la gestion récente des ressources humaines, » commença Charles Marceau, père d'un ton neutre mais ferme. Thibaut observait les visages autour de la table. Certains membres lui étaient acquis, d'autres clairement hostiles, et quelques-uns semblaient attendre de voir tourner le vent avant de prendre position. « Charles, » dit-il en s'adressant à Beaumont, « je crois comprendre que tu souhaites aborder le recrutement de Mademoiselle Fournier. » Entre autres, oui. Charles Beaumont ouvrit son propre dossier. « Thibaut, nous respectons ta vision entrepreneuriale, mais nous sommes inquiets de certaines décisions qui semblent émotionnellement motivées plutôt que stratégiquement réfléchies. Sois plus précis. » Le renvoi brutal de Camille Desrosiers, une collaboratrice expérimentée, pour embaucher une candidate dont le profil ne correspondait manifestement pas à nos standards habituels.
le développement précipité d'une ligne de produits accessibles qui risque de dévaloriser notre image de marque. Et maintenant, les rumeurs sur ta relation personnelle avec cet employé. Un murmure parcourut l'assemblée. Marie-Hélène Dubois leva la main. Thibault, comprends bien notre position. Maison Claret a construit sa réputation sur l'excellence et la respectabilité. Nos clients, nos partenaires, nos investisseurs nous font confiance parce que nous incarnons certaines valeurs. Et quelles sont ces valeurs selon toi? Demanda Thibault d'un ton délibérément calme. L'élégance, le raffinement, la tradition d'excellence, pas... Elle chercha ses mots, pas le populisme commercial. Thibault se leva lentement, appuyant ses mains sur la table. Laissez-moi vous parler d'excellence, messieurs, dames. En 3 mois, Élise Fournier a développé une stratégie marketing qui ouvre un marché de plusieurs millions d'euros. Ces études de consommateurs ont identifié un segment que nous négligions depuis des décennies. Les prototypes de la ligne Authenticité sont testés positivement par 87% des femmes interrogées. Il fit une pause, balayant l'assemblée du regard. Mais tout cela n'a pas d'importance pour vous, n'est-ce pas? Ce qui vous dérange, c'est qu'elle vienne de Marseille, qu'elle n'ait pas fait HEC, qu'elle parle avec un léger accent du Midi, qu'elle représente cette France d'en bas que vous préférez ignorer. Tu simplifies, Thibault, intervint son père. Nous ne remettons pas en question ses compétences techniques, mais son profil, ses origines, créent un décalage avec notre image de marque. Notre image de marque. Thibault éclata d'un rire sans joie. Papa, grand-mère Jeanne était fille d'ouvrier. Elle a épousé grand-père quand il n'avait qu'un petit atelier miteux dans le 13e arrondissement de Paris. C'est elle qui a eu l'idée des premiers parfums accessibles dans les années 1930. Un silence embarrassé accueillit cette révélation. Charles Marceau père se raidit sur sa chaise. C'était une autre époque, Thibault. Non, papa, c'était la même vision. Celle qui consiste à croire que la beauté n'est pas un privilège de classe, mais un droit universel. Pierre Morel, l'un des actionnaires historiques, prit la parole. Thibault, nous apprécions ton idéalisme, mais nous dirigeons une entreprise, pas une œuvre sociale. Nos actionnaires attendent des résultats, pas des leçons de morale. Très bien, parlons résultats. Thibault sortit son téléphone et projeta des graphiques sur l'écran mural. Voici les projections financières de la ligne Authenticité sur 3 ans. Chiffre d'affaires potentiel, 200 millions d'euros. Marge bénéficiaire, 35%. Part de marché supplémentaire captée, 12%. Les chiffres étaient impressionnants, et plusieurs membres du conseil échangèrent des regards intéressés. Ces projections sont basées sur les études de marché dirigées par Élise Fournier, continua-t-il. Études qui ont coûté moins cher et se sont révélées plus précises que toutes celles que nous avions commandées à des cabinets extérieurs ces 5 dernières années. Marie-Hélène Dubois consulta ses notes. Admettons que les projections se réalisent. Cela ne répond pas aux questions sur ton implication personnelle avec cet employé. Thibault se rassit, croisant les mains devant lui. Mes sentiments personnels n'ont jamais influencé mes décisions professionnelles. Élise Fournier a été recrutée parce qu'elle était la meilleure candidate. Point final. Alors pourquoi avoir renvoyé Camille Desrosiers de façon si brutale? Insista Charles Beaumont. Parce qu'elle a humilié publiquement une candidate pour des raisons purement discriminatoires. Parce qu'elle incarnait exactement tout ce que je refuse de voir dans cette entreprise. L'arrogance, le mépris social, l'incapacité à voir le talent là où il se trouve vraiment. Il marqua une nouvelle pause, laissant ces mots faire leur effet. « Messieurs, dames, vous me demandez de choisir entre une employée brillante et votre conception étriquée de ce que doit être Maison Claret. Très bien, j'ai fait mon choix. » Charles Marceau père se pencha en avant. « Thibault, que veux-tu dire ? Je veux dire que si vous exigez le départ d'Élise Fournier, vous aurez ma démission dans l'heure qui suit. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Plusieurs membres du conseil se regardèrent, manifestement stupéfaits par cet ultimatum. « Tu ne peux pas être sérieux, » murmura Marie-Hélène Dubois. « Je suis parfaitement sérieux. Cette entreprise a besoin d'évoluer, ou elle mourra. Le monde change, les consommatrices changent, et nous devons changer avec elles.
Élise Fournier représente cette évolution. Si vous ne l'acceptez pas, alors vous n'avez plus besoin de moi. Pierre Morel tenta une dernière manœuvre. Et si nous acceptions de garder mademoiselle Fournier, mais en exigeant que tu prennes une distance professionnelle claire avec elle, plus de réunions en tête-à-tête, plus de projets en collaboration directe? Thibault sourit amèrement. En d'autres termes, la priver des moyens de faire correctement son travail pour rassurer vos préjugés? Non, messieurs, c'est exactement ce genre de compromis hypocrite que je refuse. Il se leva à nouveau, boutonnant sa veste. Je vous laisse délibérer. Vous avez jusqu'à 17 heures pour me donner votre réponse. Soit vous faites confiance à mon jugement et vous laissez Élise Fournier faire son travail en paix, soit vous cherchez un nouveau PDG. Sur ces mots, il sortit de la salle, laissant derrière lui 12 administrateurs abasourdis et un père qui ne savait plus reconnaître son fils. Dans le couloir, Thibault s'appuya contre le mur, le cœur battant. Il venait de jouer son va-tout. Dans quelques heures, il saurait s'il avait gagné ou perdu non seulement son poste, mais aussi l'entreprise familiale qui avait donné un sens à sa vie. Mais une chose était certaine, il ne regrettait rien. Élise faisait les 100 pas dans son bureau depuis que Margot lui avait annoncé que Thibault était convoqué devant le conseil d'administration. L'angoisse lui nouait l'estomac. Elle savait que cette réunion allait décider de son avenir dans l'entreprise, mais plus que cela, elle craignait les conséquences pour Thibault. À 16h30, Margot frappa à sa porte. « Élise, Monsieur Marceau souhaite vous voir dans son bureau. Il a dit que c'était urgent. » Le cœur battant, Élise traversa les couloirs familiers, qui lui semblaient soudain étrangers. Les employés qu'elle croisait détournaient le regard, confirment ses craintes. Tout le monde savait qu'un drame se jouait aux étages supérieurs. Elle trouva Thibault debout face à la baie vitrée, immobile, comme une statue. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Comment cela s'est-il passé ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « Exactement comme prévu. » Il se tourna enfin vers elle, et elle fut frappée par la sérénité qui se lisait sur son visage. « Je leur ai donné un ultimatum. Soit ils te gardent et me font confiance, soit ils peuvent chercher un autre PDG. » Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'effondra dans un fauteuil. « Thibault, tu as fait quoi? Tu ne peux pas. Cette entreprise, c'est toute ta vie. » « Non, Élise, cette entreprise était toute ma vie d'avant. Maintenant, j'ai d'autres priorités. » Il s'approcha et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je refuse de diriger une entreprise qui ne partage pas mes valeurs. Je refuse de cautionner un système qui juge les gens sur leurs origines plutôt que sur leurs talents. Et surtout, il marqua une pause, plongeant ses yeux dans les siens. Je refuse de te sacrifier pour satisfaire des préjugés archaïques. » Élise sentit les larmes monter. « Mais s'ils acceptent ton ultimatum, s'ils me gardent, mais que cela crée des tensions permanentes, alors nous affronterons ces tensions, ensemble. Et s'ils le refusent ?» Thibault sourit de ce sourire qu'il avait déjà ému 15 ans plus tôt à Marseille. « Alors nous recommencerons ailleurs, avec nos propres règles, nos propres valeurs. » Avant qu'Élise puisse répondre, le téléphone de Thibault sonna. Il décrocha sans quitter des yeux. « Oui, Madame Dubois? Je vois. Très bien. Je descends immédiatement. » Il raccrocha et se releva. « Le conseil a fini de délibérer. Ils m'attendent. Je viens avec toi. » « Mon Élise, ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire. S'ils veulent me juger, qu'ils le fassent en face. Je ne me cacherai plus. » Ils descendirent ensemble vers la salle du conseil. Dans l'ascenseur, Thibault prit la main d'Élise et la serra doucement. « Quoi qu'il arrive maintenant, je veux que tu saches une chose. Ces derniers mois ont été les plus vrais de ma vie. Grâce à toi, j'ai retrouvé l'homme que j'étais censé être. » Les portes s'ouvrirent sur le couloir du conseil. Charles Marceau père les attendait, seul, les mains dans le dos. Son expression était indéchiffrable. « Père, » dit Thibault en s'avançant. « Thibault, mademoiselle Fournier. » Il inclina légèrement la tête vers Élise. Le conseil a pris sa décision. Un silence pesant s'installa. Élise sentait son cœur battre si fort qu'elle craignait qu'il soit audible. La majorité des membres reconnaît les qualités professionnelles indéniables de mademoiselle Fournier et les perspectives prometteuses de la ligne authenticité, commença Charles Marceau avec lenteur. Élise échangea un regard rapide avec Thibault. Était-ce bon signe?
Cependant, continua le père de Thibault, plusieurs administrateurs restent préoccupés par les circonstances de ce recrutement et par les rumeurs qui circulent. « Père, arrive au fait !» dit Thibault avec une pointe d'impatience. Charles Marceau soupira. « Le conseil accepte de maintenir mademoiselle Fournier à son poste à une condition. Laquelle ? Que tu prennes un congé sabbatique de 6 mois, le temps que les choses se tassent. Pierre Morel assurera l'intérim de la direction générale. À ton retour, si les résultats de la ligne authenticité sont au rendez-vous et si les rumeurs se sont apaisées, tu pourras reprendre tes fonctions. » Yardibolt accusa le coup. « Un congé forcé, c'est cela ? C'est un compromis, Thibault. Tu sauves la carrière de mademoiselle Fournier et tu préserves ton avenir dans l'entreprise. » Élise ne put rester silencieuse plus longtemps. « Monsieur Marceau, je ne peux pas accepter que Thibault soit écarté de son entreprise à cause de moi. » Charles Marceau la regarda avec surprise. « Mademoiselle Fournier, vous n'avez pas voix au chapitre dans cette décision. »« Si, j'ai mon mot à dire. » Elle se redressa, retrouvant cette détermination qu'il avait portée le jour de son entretien d'embauche. « Parce que votre proposition est indigne. Vous punissez un dirigeant exemplaire pour apaiser des ragots et des préjugés. »« Élise, » murmura Thibault. « Non, laisse-moi parler. » Elle se tourna vers Charles Marceau. « Monsieur, votre fils a redonné une âme à cette entreprise. Il a eu le courage de rompre avec des pratiques discriminatoires. Il a identifié de nouveaux marchés, défendu l'innovation, incarné les vraies valeurs du luxe, l'excellence accessible à tous. » Charles Marceau écoutait, visiblement intrigué par la passion d'Élise. « Et vous voulez l'écarter parce que quelques administrateurs frileux ont peur du changement, parce qu'ils préfèrent les privilégiés dociles aux talents authentiques ? Mademoiselle Fournier, » interrompit Charles Marceau, « vous ne comprenez pas les enjeux. » « Je comprends parfaitement les enjeux. » Sa voix tremblait d'émotion. « L'enjeu, c'est de savoir si Maison Claret va rester figée dans ses certitudes élitistes ou si elle va oser regarder vers l'avenir. L'enjeu, c'est de choisir entre la peur et l'audace. » Elle prit une profonde inspiration. « Alors voici ma décision. Je refuse votre compromis. Si Thibault part, je pars aussi. Immédiatement. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Thibault la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Élise, tu ne peux pas... »« Si, je peux, et je le fais. » Elle se tourna vers Charles Marceau. « Monsieur, vous avez le choix. Soit vous nous gardez tous les deux et vous nous laissez travailler, soit vous perdez les 2 personnes qui peuvent faire entrer Maison Claret dans le 21e siècle. » Charles Marceau les observa longuement, passant de l'un à l'autre. Puis, à la surprise générale, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Saperlipopette » murmura-t-il. Jeanne aurait adoré cette scène. Il se tourna vers Thibault. « Ton grand-mère avait le même caractère, la même capacité à tenir tête aux hommes en costume quand elle défendait ses convictions. » Puis il regarda Élise avec un respect nouveau. « Mademoiselle Fournier, vous venez de me rappeler pourquoi cette entreprise existe vraiment. Pas pour satisfaire des actionnaires frileux, mais pour révéler la beauté de chaque femme, quelle que soit sa condition. » Il se dirigea vers la porte de la salle du conseil. « Je retourne expliquer au conseil qu'il n'y aura finalement aucun compromis. Vous restez tous les deux à vos postes avec ma bénédiction. » Il se retourna une dernière fois. « Et si cela ne leur plaît pas, ils peuvent chercher une autre entreprise à diriger. » Idée, 6 mois après la confrontation avec le conseil d'administration, Élise aurait dû être au sommet de sa forme professionnelle. La ligne authenticité avait dépassé toutes les projections. Lancement réussi, critiques élogieuses dans la presse spécialisée, commandes qui affluaient de toute l'Europe. Les chiffres donnaient raison à sa vision et même les plus sceptiques au sein de Maison Claret reconnaissaient désormais son talent. Pourtant, assise dans son bureau par cette matinée de novembre pluvieuse, Élise n'arrivait pas à savourer ce succès. Quelque chose s'était brisé en elle le jour où Charles Marceau père les avait soutenus face au conseil. Non pas la reconnaissance elle-même, mais la prise de conscience brutale de sa situation. Elle était devenue la protégée du patron. Malgré ses résultats, malgré sa compétence reconnue, une partie de l'entreprise la voyait encore comme celle qui devait sa position à l'intervention de Thibault. Et le plus douloureux, c'était qu'elle-même commençait à en douter. Un coup à la porte,
interrompit ses sombres réflexions. Margot entra avec un sourire radieux. « Élise, j'ai une excellente nouvelle. Le magazine Marie-Claire veut faire un article sur toi et le succès de la ligne Authenticité. Une double page dans le numéro de décembre. C'est formidable, Margot. Merci. » Mais son enthousiasme sonnait faux et Margot s'en aperçut immédiatement. « Quelque chose ne va pas? Tu devrais être aux anges. » Élise soupira. « Margot, peux-tu fermer la porte? J'aimerais te parler. » Son assistante s'exécuta et s'installa face à elle avec un air inquiet. « Tu sais, quand j'ai commencé à travailler ici, j'étais la seule à croire vraiment en ce projet. Aujourd'hui, tout le monde me félicite, tout le monde reconnaît que j'avais raison. Mais je me demande parfois... tu te demandes quoi? Si j'aurais eu les mêmes opportunités sans l'intervention de Thibault, si j'aurais pu développer Authenticité dans une autre entreprise, sans ce coup de pouce du destin. » Margot la regarda avec stupéfaction. « Élise, tu plaisantes, tu as révolutionné l'approche marketing de cette boîte. Regarde les chiffres, regarde l'impact médiatique, regarde la satisfaction client. Mais à quel prix, Margot ?» Élise se leva et se dirigea vers la fenêtre. À quel prix personnel? Car c'était bien là le cœur du problème. Sa relation avec Thibault, qui avait commencé par des dîners discrets et des conversations passionnées sur l'avenir de l'entreprise, avait évolué vers quelque chose de plus profond, de plus troublant. Ils s'aimaient, cela ne faisait aucun doute. Mais cet amour était-il compatible avec leurs positions respectives? « Tu penses à Monsieur Marceau », devina Margot avec la perspicacité de ceux qui observent de près. Comment ne pas y penser? Nous essayons de garder nos distances au bureau, mais les gens ne sont pas dupes. Et moi, je ne sais plus où est ma place. Ta place est ici, Élise, avec nous, avec ce projet que tu as créé de toutes pièces. Vraiment. Élise se retourna vers elle. Ou bien ma place est-elle à côté de l'homme que j'aime, au risque de compromettre définitivement ma crédibilité professionnelle? Margot resta silencieuse, comprenant qu'elle assistait à un débat intérieur douloureux. « Ces derniers mois, j'ai eu l'impression de vivre dans un aquarium, » continua Élise. « Chaque geste, chaque parole, chaque réunion avec Thibault est analysée, disséquée, commentée. Je ne peux plus être naturelle. » Elle retourna s'asseoir, les épaules affaissées. « Tu sais ce qui s'est passé hier ? Thibault m'a proposé de présenter la ligne Authenticité au Salon international de Milan. Une opportunité extraordinaire, la consécration de monde de travail. Et ma première réaction n'a pas été de la joie, mais de la méfiance. Est-ce que je mérite vraiment cette opportunité, ou est-ce encore un cadeau déguisé? Élise. Non, laisse-moi finir. Je suis en train de perdre confiance en moi, Margot. Moi qui n'ai jamais douté de mes compétences, qui me suis battue toute ma vie pour être reconnue pour ce que je valais, je commence à me demander si tout cela n'est pas un château de cartes. Le téléphone sonna. Margot décrocha. « Bureau d'Élise Fournier? Oui, elle est là. Je vais voir si elle est disponible. » Elle couvrit le combiné de sa main. « C'est Monsieur Marceau. Il souhaite te voir. » Élise ferma les yeux un instant. « Dis-lui que j'arrive dans 5 minutes. » Et quand Margot fut sortie, Élise resta seule avec ses doutes. Elle pensait à sa mère, Marie-Claude, qui l'appelait chaque semaine pour prendre de ses nouvelles et qui était si fière de sa réussite. Elle pensait à son père, André, qui avait encadré l'article de presse sur le lancement d'Authenticité et l'avait accroché dans son garage. Comment leur expliquer qu'elle n'était plus sûre de mériter tout cela? Elle monta au bureau de Thibault avec le cœur lourd. Il l'accueillit avec ce sourire tendre qu'il réservait au moment où ils étaient seuls, mais elle ne le lui rendit pas. « Élise, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles préoccupée depuis quelques jours. Il faut qu'on parle, Thibault. Sérieusement. » Il ferma la porte et vint s'asseoir près d'elle, inquiet de son ton grave. « Je t'écoute. J'ai l'impression de perdre mon identité, » dit-elle sans préambule. « De devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. Oh, que veux-tu dire? Je veux dire que je ne sais plus si mes succès m'appartiennent vraiment. Je ne sais plus si mes collègues me respectent pour mon travail, ou s'ils font semblant parce que je suis proche de toi. » Thibault prit ses mains dans les siennes. « Élise, tes résultats parlent pour toi. La ligne Authenticité est un triomphe. Tu as prouvé ta valeur bien au-delà de ce que... » « Mais à quel prix ?» l'interrompit-elle.
Au prix de ne plus pouvoir être moi-même, au prix de vivre dans l'ombre du doute permanent, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Thibault, je crois que nous devons faire une pause. Une pause dans notre relation. Il faut que je retrouve qui je suis sans toi. Il faut que je prouve, à moi-même et aux autres, que je peux réussir par mes propres moyens. » Un silence pesant s'installa. Quand Thibault reprit la parole, sa voix était blanche. « Tu veux dire nous séparer ? Je veux dire prendre du recul, pour quelque temps. Le temps que je démêle ce qui appartient à mes compétences et ce qui relève de notre histoire. » « Élise, tu te trompes. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne. » Elle se retourna vers lui et il fut bouleversé de voir des larmes dans ses yeux. « Si, Thibault, j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux exister indépendamment de nous. Sinon, je ne pourrai jamais t'aimer pleinement. Il y aura toujours cette interrogation, ce poison qui rongera notre relation. » Il se leva à son tour et s'approcha d'elle. « Et si je te disais que je suis prêt à tout quitter pour toi ? L'entreprise, Lyon, tout, nous pourrions recommencer ailleurs, sur un pied d'égalité. »« Non, dit-elle fermement, ce serait fuir le problème, pas le résoudre. Et puis, cette entreprise a besoin de toi. Tu as une mission à accomplir ici. Et toi, tu as aussi une mission ici. Peut-être, mais il faut que j'en sois sûr, vraiment sûr. » Elle s'approcha de lui et posa une main sur sa joue. « Thibault, je t'aime. C'est justement parce que je t'aime que je dois faire cela. Pour nous. » Il ferma les yeux et s'appuya contre sa paume. « Combien de temps ? Je ne sais pas. Le temps qu'il faudra. » Cette nuit-là, Élise rentra dans son petit appartement lyonnais qu'elle avait loué quelques mois plus tôt et commença à réfléchir sérieusement à son avenir. Pour la première fois depuis des mois, elle allait devoir faire un choix qui n'engagerait qu'elle seule. 3 mois avaient passé depuis qu'Élise avait demandé cette pause dans sa relation avec Thibault. 3 mois pendant lesquels elle avait donné sa démission de Maison Claret, malgré les protestations véhémentes de toute l'équipe, y compris de Charles Marceau père, qui avait tenté de la retenir. « Vous faites une erreur, mademoiselle Fournier », lui avait-il dit lors de leur dernière entrevue. « Cette entreprise a besoin de vous. Et moi, j'ai besoin de retrouver qui je suis vraiment, » avait-elle répondu avec une détermination tranquille. Elle était revenue à Marseille, dans son quartier de Belle de Mai, et avait loué un petit bureau rue Loubon, au cœur du 13e arrondissement. 2 pièces modestes au rez-de-chaussée d'un immeuble des années 1960, avec vue sur le square Belsunce et ses platanes centenaires. Loin du luxe feutré de l'avenue Victor Hugo, mais exactement là où elle avait besoin d'être. Sa plaque était simple. Élise Fournier, conseil en stratégie marketing, spécialiste beauté accessible. En 3 mois, elle avait déjà constitué une clientèle fidèle, des start-up locales, des marques artisanales, des coopératives de femmes entrepreneurs. Rien de prestigieux, mais des projets qui avaient du sens, qui correspondaient à ses valeurs. Ce matin de février, elle accueillait Yasmine Belkacem, une jeune femme de 28 ans qui avait créé une gamme de soins naturels à base d'huile d'argan et de plantes méditerranéennes. « Mademoiselle Fournier, je suis un peu intimidée, » avoua Yasmine en s'installant dans le petit bureau. « Quand j'ai lu dans le journal que vous aviez quitté Maison Claret pour monter votre propre agence, je n'osais pas croire que vous accepteriez de travailler avec une petite marque comme la mienne. » Élise sourit. « Yasmine, appelez-moi Élise. Et sachez que c'est exactement avec des projets comme le vôtre que j'ai envie de travailler. Parlez-moi de votre vision. » Pendant l'heure qui suivit, Yasmine lui raconta son parcours. Fille d'immigrés algériens, elle avait grandi dans les quartiers nord de Marseille, fait des études de chimie et développé sa gamme de cosmétiques dans la cuisine de sa mère. Ses produits étaient excellents, mais elle ne savait pas comment les faire connaître au-delà du marché de Noailles, où elle tenait un petit stand. « Le problème, expliqua Yasmine, c'est que je n'ai pas les codes du milieu. Je ne sais pas parler aux journalistes, je ne connais personne dans les réseaux de distribution. Et mon budget marketing se limite à 300 € par mois. » Élise écoutait avec passion. Cette jeune femme lui rappelait elle-même, quelques années plus tôt, du talent, des idées, mais des barrières sociales et économiques qui semblaient infranchissables. « Yasmine, laissez-moi vous dire une chose.
Vous avez exactement ce qu'il faut pour réussir. Des produits de qualité, une histoire authentique et la détermination de vous battre. Le reste, ça s'apprend. Elles passèrent le reste de la matinée à élaborer une stratégie sur mesure, présence sur les réseaux sociaux, partenariat avec des influenceuses locales, participation au marché bio de la région, création d'un site internet simple mais efficace. Et vous savez quoi? Ajouta Élise en terminant. Mes honoraires seront proportionnels à vos résultats. Si vous ne gagnez pas d'argent, je n'en gagne pas non plus. Yasmine écarquilla les yeux. Vous feriez ça? Bien sûr. C'est comme ça que je veux travailler maintenant. En partenariat, pas en prestation de service. Après le départ de Yasmine, Élise resta seule dans son bureau. Elle regarda par la fenêtre les passants qui déambulaient dans la rue, des gens simples qui lui ressemblaient, qui partageaient ses origines et ses valeurs. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait à sa place. Son téléphone sonna. Sa mère. « Ma chérie, comment vas-tu ?»« Bien, maman. Très bien même. »« Là, tu es sûre? Parce que ton père et moi, on s'inquiète un peu. Quitter ce beau poste à Lyon. Maman, je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai fait le bon choix. Ici, je peux aider des gens comme nous. Je peux vraiment faire la différence. Et ce garçon, Thibaut, Élise soupira. Sa mère avait rencontré Thibaut une fois, quand il était venu à Marseille pour essayer de la convaincre de revenir. Marie-Claude avait été conquise par sa simplicité et sa sincérité évidente. « Je ne sais pas, maman, c'est compliqué. L'amour, ma petite étoile, c'est jamais simple, mais quand c'est le bon, il faut se battre pour le garder. Même si cela compromet tout le reste, surtout si cela compromet tout le reste. Parce que tout le reste, sans amour, ça ne vaut pas grand-chose. » Après avoir raccroché, Élise réfléchit aux paroles de sa mère. Ces 3 mois de solitude lui avaient permis de faire le point sur ses priorités, de retrouver confiance en ses capacités, de construire quelque chose qui lui appartenait vraiment. Mais il lui avait aussi fait comprendre à quel point Thibaut lui manquait. Pas seulement comme amoureux, mais comme partenaire intellectuel, comme compagnon de route, comme celui qui partageait ses visions et ses ambitions. Avait-elle eu tort de tout couper si brutalement? Son ordinateur émit un signal. Un nouvel email. L'adresse de l'expéditeur la fit sursauter. thibaut.marceau-maisonclaret.fr. Chère Élise, j'espère que tu vas bien et que ton installation à Marseille se passe comme tu le souhaites. J'ai suivi tes premières réussites dans la presse locale et je suis fier de voir que tu es restée fidèle à tes convictions. Je t'écris aujourd'hui parce que j'ai pris une décision importante. Après des mois de réflexion, j'ai décidé de quitter temporairement la direction de Maison Claret. Mon père reprend les rênes pour une période de transition, le temps que je développe un nouveau projet. Je voudrais créer une structure dédiée à l'accompagnement des marques émergentes dans le secteur de la beauté accessible. Une sorte d'incubateur qui allierait capital, expertise et réseau de distribution. L'idée serait de donner leur chance à tous ces talents qui n'ont pas accès aux circuits traditionnels. Je sais que tu as besoin de temps et d'espace. Je respecte ce choix. Mais si jamais un jour tu avais envie de discuter de ce projet, tu sais où me trouver. Avec toute mon affection, Thibaut PS. Mémé Lucette me demande régulièrement de tes nouvelles. Elle dit que sa cuisine manque de joie depuis que tu n'y viens plus. Élise relut le message 3 fois. Thibaut avait quitté Maison Claret pour créer exactement le type de structure dont elle rêvait depuis toujours. Et il lui proposait, avec délicatesse, de réfléchir à une collaboration. Elle regarda autour d'elle son petit bureau, ses quelques clients locaux, sa vie reconstruite pièce par pièce. Elle avait prouvé qu'elle pouvait réussir seule. Mais était-ce vraiment cela qu'elle voulait? Réussir seule ou réussir tout court? Son cœur se mit à battre plus vite. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir lui semblait de nouveau plein de possibilités infinies. Elle ouvrit un nouveau message et commença à taper « Cher Thibaut, ton projet m'intéresse énormément ». Puis elle s'arrêta, effaça tout et referma l'ordinateur. Non, pas par email. Certaines conversations méritaient d'être menées face à face. Elle attrapa sa veste et sortit dans la rue marseillaise. Il était temps de prendre le train pour Lyon. Le TGV filait vers Lyon dans la lumière dorée du début de soirée. Élise regardait défiler le paysage provençal, puis rhodanien,
le cœur battant d'une anticipation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle n'avait prévenu personne de sa venue. Pas même Thibault. Cette impulsion de prendre le train l'avait surprise elle-même. Mais en lisant son email, en comprenant qu'il avait eu le courage de quitter l'entreprise familiale pour poursuivre une vision qui ressemblait tant à la sienne, elle avait su qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance de réconcilier son cœur et ses ambitions. À Lyon-Pardieu, elle hésita. Devait-elle aller directement chez lui, l'appeler? Finalement, elle prit un taxi vers le Vieux-Lyon, vers chez Mémé Lucette. Le restaurant n'avait pas changé. Même façade modeste, même nappe à carreaux rouges et blancs, même atmosphère chaleureuse qui contrastait si fort avec le monde feutré des affaires. Élise poussa la porte et fut accueillie par l'odeur familière de pot-au-feu et de tarte aux pralines. Mémé Lucette leva les yeux de son comptoir et son visage s'illumina. « Élise, ma petite, qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir Mémé Lucette. J'espérais que Thibault serait là. Il est au fond, à sa table habituelle. Tout seul, le pauvre. Il mange ici presque tous les soirs depuis quelques semaines. Il a l'air tout triste, tu sais. » Élise sentit son cœur se serrer. « Il va bien? Bah, physiquement oui, mais moralement. » Mémé Lucette secoua la tête. « On dirait qu'il a perdu quelque chose d'important. »« Ou quelqu'un, » murmura Élise. « Va le voir, ma petite, il en a besoin. » Élise traversa la salle du restaurant, saluant d'un signe de tête les habitués qui la reconnaissaient. Au fond, dans le petit coin qu'ils avaient occupé lors de leur premier dîner, Thibault était installé seul, un livre ouvert devant lui, un verre de Beaujolais à moitié vide à portée de main. Il avait changé. Ses traits étaient tirés, ses cheveux un peu plus longs, moins soigneusement coiffés. Il portait un pull en laine simple, pas de costume. Il avait l'air plus humain, d'une certaine façon, plus vulnérable aussi. Elle s'approcha sans bruit et s'installa en face de lui. Il leva les yeux de son livre et resta figé, comme s'il voyait une apparition. « Bonsoir, Thibault. » « Élise. » Il cligna des yeux, incrédule. « Qu'est-ce que... Comment... » « J'ai reçu ton email. Et j'ai pris le premier train. » Il referma son livre d'un geste machinal, sans la quitter des yeux. « Tu es venu pour parler du projet ?» Entre autres, Mémé Lucette apparut comme par magie avec un couvert supplémentaire et un verre de vin pour Élise. « Voilà ma petite, et ne me dites pas ce que vous voulez manger, je vais vous préparer mon pot-au-feu spécial réconciliation. » Elle repartit avec un clin d'œil complice, laissant les deux jeunes gens face à face. « Alors, » dit Élise en levant son verre, « raconte-moi tout. Tu as vraiment quitté Maison Claret il y a 2 semaines, officiellement pour explorer de nouvelles opportunités, officieusement parce que je n'arrivais plus à y travailler correctement. Depuis ton départ, plus rien n'avait de sens. » Élise sentit sa gorge se serrer. « Thibault, non, laisse-moi finir. Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, pas à cause du travail, pas à cause des tensions avec le conseil, à cause de ton absence. » Il joua avec son verre, évitant son regard. « J'ai compris que tu avais besoin de prouver ta valeur indépendamment de nous, et je respecte cette démarche. Mais j'ai aussi compris que moi, j'avais besoin de devenir quelqu'un que tu pourrais aimer sans arrière-pensée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai quitté l'entreprise familiale, les privilèges, la position dominante. Maintenant, je ne suis plus ton patron. Je ne suis plus le fils Marceau. Je suis juste Thibault, un entrepreneur comme un autre, avec un projet et l'envie de le réaliser. » Élise le regardait avec émotion. Il avait fait exactement ce qu'elle n'avait pas osé lui demander. Il avait renoncé à ses avantages pour se mettre à égalité avec elle. Et ce projet d'incubateur, les yeux de Thibault s'animèrent. « C'est exactement ce dont nous rêvions, Élise. Accompagner des marques émergentes, leur donner accès aux circuits de distribution, leur apporter expertise et financement, démocratiser la beauté de qualité. Nous, façon de parler. » Il sourit tristement. « Pour l'instant, il n'y a que moi et quelques investisseurs intéressés, mais le projet pourrait prendre une toute autre dimension avec quelqu'un qui comprendrait vraiment ces femmes entrepreneurs, quelqu'un qui saurait leur parler, les conseiller, les accompagner, quelqu'un comme toi. » Mémé Lucette arriva avec 2 assiettes fumantes de pot-au-feu. «
Voilà mes amoureux, mangez pendant que c'est chaud. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Élise reprit la parole. Tu sais, ces 3 mois à Marseille ont été révélateurs. J'ai aidé des femmes extraordinaires. Yasmine, qui crée des cosmétiques naturels dans la cuisine de sa mère. Fatima, qui développe une gamme de henné bio. Sandra, qui lance une marque de maquillage pour peau métissée. Exactement le type de profil que je veux accompagner. Le truc, c'est que seul, je ne peux pas les aider autant que je le voudrais. Mes moyens sont limités. Mon réseau aussi. Je peux les conseiller, mais je ne peux pas leur ouvrir toutes les portes dont elles ont besoin. Thibaut posa sa fourchette et la regarda intensément. « Élise, qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je pense que ton projet est formidable. Je pense que nous pourrions faire de grandes choses ensemble. Mais je veux être sûr que nous le faisons pour les bonnes raisons. Pas parce que nous nous aimons, mais parce que nous partageons la même vision. Pas par nostalgie, mais par ambition commune. » Thibaut hocha la tête. « Je comprends. Et tu as raison. L'amour peut compliquer les affaires, ou les sublimer, » dit-elle doucement. « Si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. » Il tendit la main au-dessus de la table. « Élise Fournier, accepteriez-vous de devenir ma partenaire commerciale dans cette aventure? À parts égales, responsabilités partagées, décisions communes ?» Elle regarda cette main tendue, puis releva les yeux vers son visage. Il était sérieux, déterminé, mais aussi vulnérable. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ils étaient vraiment sur un pied d'égalité. « Thibaut Marceau, j'accepte votre proposition, mais à une condition. Laquelle? Que nous soyons également partenaires dans la vie, parce que j'ai compris quelque chose pendant ces 3 mois. Je peux réussir sans vous, mais je ne veux pas. Ce que nous pouvons construire ensemble vaut tous les succès individuels du monde. » Il serra sa main dans la sienne et elle sentit cette chaleur familière qui lui avait tant manqué. « Alors c'est oui ?» demanda-t-il, incrédule. « C'est oui, aux 2 propositions. » Ils se levèrent en même temps et s'embrassèrent au milieu du restaurant, sous les applaudissements des autres clients et les exclamations ravies de Mémé Lucette. 6 mois plus tard, Authentique Conseil en Partenariat ouvrait ses bureaux dans un loft rénové du 7e arrondissement de Lyon. Yasmine était leur première cliente officielle, suivie de près par une dizaine d'autres entrepreneurs, repérés par Élise lors de ses missions marseillaises. L'entreprise grandissait rapidement, mais différemment. Pas de hiérarchie rigide, pas de code vestimentaire, pas de mépris social. Juste des gens passionnés qui travaillaient ensemble pour démocratiser la beauté. Et le soir, quand ils rentraient dans leur appartement commun avec vue sur la Saône, Élise et Thibaut savaient qu'ils avaient trouvé bien plus qu'un équilibre professionnel. Ils avaient trouvé l'harmonie parfaite entre l'amour et l'ambition, entre le succès et l'authenticité. Parfois, Élise repensait à cette matinée de novembre où elle était montée dans le TGV pour Lyon, terrorisée à l'idée d'un entretien d'embauche. Elle n'aurait jamais imaginé que cette humiliation publique l'amènerait vers le plus beau chapitre de sa vie. Car parfois, les plus grandes blessures ouvrent la voie aux plus belles guérisons.